Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avions exploré la notion de lien social et vu qu'il y avait différentes façons de définir le lien social ou les liens sociaux, qu'il existait une diversité de liens sociaux que les individus pouvaient lier entre eux. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux facteurs, aux situations dans lesquelles ces liens sociaux peuvent se rompre et le fait que justement à quel point est-ce que les liens sociaux sont liés entre eux et que la rupture d'un type de lien peut entraîner la rupture d'autres types de liens. Nous allons voir que c'est ce risque de fragilisation des liens sociaux, de vulnérabilisation et du coup de mise en danger de l'insertion des individus dans la société. Ce risque n'est pas réparti de façon égale, même si toutes les couches de la société sont exposées à ce risque, certaines y sont exposées plus que d'autres, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons aussi nous intéresser à la question du milieu social, à la définition du milieu social que nous avions juste abordé et effleuré dans le chapitre 1 sur la socialisation. On va commencer par s'intéresser aux catégories socio-professionnelles. Alors, la définition d'une catégorie socio-professionnelle, c'est la suivante. Une catégorie socio-professionnelle est une catégorie statistique regroupant des personnes ayant des conditions de travail et des conditions de vie similaires. Je répète, une catégorie socio-professionnelle est une catégorie statistique regroupant des personnes ayant des conditions de travail et des conditions de vie similaires. Donc en gros, le but des catégories socio-professionnelles, c'est de regrouper différentes professions qui sont assez proches les unes des autres et à partir de cette catégorie, de justement voir en quoi est-ce que des différences de milieux sociaux peuvent correspondre à des différences de comportement et donc à des différences de socialisation. Montrer l'importance que finalement le travail peut avoir pour refléter un certain milieu social et donc des différences de socialisation et de comportement. Donc vous avez dans la typologie actuelle des professions et catégories socio-professionnelles de l'INSEE 8 catégories que vous avez sous les yeux, mais on va en fait se concentrer sur les 6 premières. Les catégories de retraités et d'autres personnes sans activité professionnelle, on les met de côté car ce sont des catégories de personnes inactives. Nous, on préfère se concentrer sur les personnes actives, c'est-à-dire les personnes qui ont un emploi ou qui recherchent un emploi. Donc les chômeurs sont rangés dans ces 6 catégories d'actifs en fonction de l'emploi qu'ils recherchent, ou du dernier emploi occupé. Alors, la notion de profession intermédiaire est souvent celle qui pose le plus de problèmes, puisque même si on comprend assez facilement que ce sont des professions à la fois mieux qualifiés et mieux rémunérés que les employés et les ouvriers, mais moins bien que les cadres et les professions intellectuelles supérieures. On a du mal à savoir qu'est-ce qui se cache derrière. C'est pour ça que je vous ai mis quelques exemples pour essayer de clarifier cette notion de profession intermédiaire. Différents critères ont été utilisés pour définir ces catégories socio-professionnelles et donc élaborer cette typologie des professions et catégories socio-professionnelles, qui est plus couramment abrégée en tant que typologie PCS. Donc le statut d'activité, comme je l'ai dit, on distingue les personnes qui sont actives des retraités et des autres personnes inactives. La question de l'indépendance, on va distinguer les personnes indépendantes à leur compte des salariés. La question du secteur d'activité, ça va permettre de distinguer parmi les personnes indépendantes les agriculteurs et agricultrices d'un côté et les artisans, commerçants, commerçantes, chefs d'entreprise de l'autre. Et parmi les personnes salariées, notamment les ouvriers, ouvrières d'un côté et les employés de l'autre. On utilise aussi la question du niveau de qualification et de la place dans la hiérarchie. Donc, est-ce que vous avez un niveau de qualification élevé? Est-ce que vous êtes autonome dans votre travail? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que vous avez un travail où c'est vraiment très défini de façon très précise ce que vous devez faire et vous ne pouvez pas finalement trop sortir du cadre qu'on vous a posé? Est-ce que vous êtes responsable? Vous devez gérer plusieurs personnes.
Donc en fonction de ce niveau de qualification, de ce niveau de responsabilité, on va distinguer les cadres, les professions intermédiaires et enfin les ouvriers et employés. Donc voilà, parmi les cadres, vous trouvez des personnes non seulement avec un fort niveau de qualification, mais aussi généralement avec un fort niveau de responsabilité, que ce soit parce que ces cadres doivent gérer, doivent encadrer, parce que c'est là évidemment plusieurs personnes, ou parce qu'elles sont autonomes dans leur travail. Par exemple, les enseignants et enseignantes du secondaire, en collège et lycée, sont considérés comme des cadres qui sont intellectuels supérieurs, non seulement à cause de leur niveau de qualification, mais aussi parce que justement ils sont autonomes dans la façon d'organiser leur cours. Vous avez aussi la question du statut de l'employeur. On va distinguer du coup les salariés publics et les salariés du public, donc en gros les fonctionnaires, mais aussi les salariés contractuels des administrations publiques et les salariés du privé. Alors ça se voit pas dans la distinction des 6 catégories socio-professionnelles, des 6 groupes socio-professionnels que je vous ai montrés, mais en réalité quand on entre dans le détail, puisque vous avez au sein de chacune de ces 6 catégories, vous avez encore d'autres catégories, et quand on regarde justement du coup à ce niveau de détail, on voit que justement la question de est-ce que vous travaillez pour une administration publique ou pour une entreprise privée compte. Et enfin, dernier critère, la taille de l'entreprise qui peut être utilisée notamment pour distinguer d'un côté les artisans et commerçants et les chefs d'entreprise. Alors si on croise tous ces critères pour justement reprendre la typologie des professions et catégories socio-professionnelles, voilà à peu près ce que vous obtenez. Donc on voit bien à chaque fois comment chaque critère intervient et permet de distinguer les différentes catégories. Ce qu'il est important de retenir, et que d'ailleurs on peut vous demander au niveau du bac, c'est que le revenu ne fait pas partie des critères utilisés pour élaborer les groupes et catégories socio-professionnelles. Donc vous avez les critères que je vous ai montrés, voilà. Mais vous voyez bien que parmi ces critères, le revenu n'apparaît pas. Certes, on va observer des inégalités de revenus, par exemple entre les cadres, les ouvriers et employés, mais le revenu n'est pas directement utilisé pour justement distinguer les cadres, les professions intermédiaires et de l'autre côté les ouvriers, ouvrières et employés. Donc si on vous pose la question quels sont les critères utilisés pour créer des catégories socio-professionnelles, on va peut-être pas attendre de vous que vous connaissiez tous les critères qui sont projetés là, mais clairement on va faire attention à est-ce que vous dites que le revenu fait partie de ces critères ou pas, car ce serait une erreur. Mais une erreur courante. C'est pour ça qu'on va être vraiment vigilant à ce que vous la faites ou pas. Après avoir donc parlé de cette notion de catégorie socio-professionnelle, on va voir qu'est-ce qui se passe quand un type de lien social, un type de liens sociaux, que ce soit donc le lien de participation organique, donc les liens sociaux fondés sur le travail, les liens de participation élective, donc les relations avec vos amis, votre conjoint, etc. Les liens de filiation, donc là avec votre famille, se fragilisent, voire sont rompus. Donc en réalité, vous avez deux possibilités qui sont difficiles de définir clairement. Soit la fragilisation d'un type de lien va entraîner la fragilisation des autres formes de liens sociaux. Dans ce cas, vous allez être encore plus vulnérable, vous allez avoir des problèmes d'intégration sociale qui vont se cumuler et se renforcer. Ou alors, à l'inverse, la fragilisation d'un type de lien social est compensée par les autres formes de liens sociaux. Donc là, l'exemple est très simple. Par exemple, vous perdez votre emploi, mais vous savez que vous pouvez compter sur votre famille pour vous aider à vous en sortir. Et ce qui va notamment jouer, est-ce qu'on est plutôt sur des liens sociaux qui se compensent ou à l'inverse, des liens sociaux dont la fragilisation se renforce, c'est déjà la force des liens, les ressources disponibles et aussi à quel point est-ce que
un lien social qui vient d'être fragilisé, d'être rompu, à quel point est-ce que justement cette fragilisation, cette rupture dure. Si vous perdez votre emploi mais que vous retrouvez un autre un mois plus tard, il n'y a pas de problème. Ça va, vous allez sûrement, en tout cas ça va être largement compensé par les autres formes de liens sociaux. Par contre, si vous perdez votre emploi et que 2 ans après, vous n'avez toujours pas trouvé d'autre emploi, là en effet, ça va avoir des conséquences sur déjà sur votre budget tout simplement, et du coup, partant sur vos relations, que ce soit amicales, avec votre, au niveau de la famille, etc. Et évidemment, si vous appartenez à un milieu social plutôt favorisé avec donc plein de ressources, non seulement ce sera plus facile de justement retrouver un emploi et donc le lien social sera moins fragilisé, mais même si ça devait durer, ce sera plus facile justement de compter sur les ressources de votre milieu social pour tenir. J'en profite pour ajouter que justement cette question de la fragilisation des liens sociaux, c'est un processus, c'est pas une rupture nette. On a souvent tendance à utiliser le terme d'exclusion sociale et justement de rupture des liens. Donc là, ce serait du coup très binaire, hein. Soit vous êtes intégré socialement, soit vous êtes exclu socialement, soit les liens sociaux sont maintenus, soit les liens sociaux sont rompus. En réalité, ce que les sociologues qui ont travaillé sur cette question montrent et soulignent, c'est que les liens sociaux sont jamais totalement rompus. Vous avez toujours certains liens sociaux, même s'ils sont rares et ils sont fragiles, qui sont maintenus. Par exemple, les personnes sans domicile fixe ne sont pas des personnes qui sont totalement exclues socialement. Elles ont des relations, que ce soit avec d'autres personnes dans la même situation ou avec des personnes, par exemple, des membres d'associations qui font des maraudes, qui sont là pour les aider. Donc il y a quand même des formes de liens sociaux qui se maintiennent, même si en effet, ces liens sociaux peuvent être plus rares et plus fragiles. Mais il n'y a jamais de situation totale exclusion. Et vous allez juste être en gros plus ou moins bien intégré, mais vous ne serez jamais totalement exclu. Et donc par exemple, pour illustrer ce principe, vous avez ce schéma qui reprend notamment le travail de Robert Castel, où il a croisé deux dimensions, à la fois la question de l'emploi et la question de l'intégration sociale, on va dire, de la sociabilité, donc plutôt sur la participation élective, là en gros, donc là vous avez la participation organique, hein, avec la question de l'emploi et du travail, et sur cet axe, la question de la sociabilité, donc plutôt les liens sociaux de participation élective. Et justement, en fonction de votre situation en termes d'employabilité et de sociabilité, employabilité là et sociabilité là, vous allez être soit bien intégré socialement, soit moins bien intégré. Donc Robert Castel parle de désaffiliation, pardon. Et vous avez une situation justement intermédiaire où vous êtes vulnérable, où vous êtes encore intégré, mais vous êtes susceptible, soit à cause d'une dégradation de votre situation professionnelle, soit à cause d'une dégradation de votre situation personnelle, de tomber dans une zone de désaffiliation. Mais clairement, il n'y a pas de rupture nette entre ça et ça. C'est un processus et qui est continu. Donc si vous êtes là, vous pouvez toujours retomber là, voire là, et même chose dans l'autre sens. Donc on peut noter que quand même, du coup, et ce qu'on peut voir avec ce schéma, toutes les catégories sociales sont susceptibles d'être touchées par des problèmes d'intégration sociale, de rupture des liens sociaux, de fragilisation de ces liens, notamment à cause d'événements personnels. Hein, si vous avez votre femme qui meurt d'une maladie assez jeune ou qui a un accident, forcément, donc là vous allez perdre un lien de participation élective important, et en même temps cela peut vous affecter tellement que cela va influencer votre travail et peut-être vous conduire à perdre votre travail. Donc clairement tout le monde a susceptible d'être touché, mais tout le monde n'a pas la même chance d'être touché. Et clairement les personnes peu qualifiées, qui ont donc plutôt accès à des emplois non seulement mal rémunérés, mais précaires aussi, c'est-à-dire que
il n'y a pas de stabilité des revenus et stabilité du travail. On peut leur demander des formes de travail différentes et surtout, parfois, vous allez avoir un emploi, vous allez donc être payé et parfois, et vous allez enchaîner ces périodes d'emploi avec des périodes de chômage, sans savoir du coup combien de temps va durer le chômage et en sachant quand vous avez un emploi que ça va s'arrêter dans quelques mois. Là, forcément, votre situation est beaucoup plus compliquée. On peut reprendre ce schéma et vous êtes, à cause justement de cette situation professionnelle, vous allez avoir peut-être du mal à sortir de cette zone de vulnérabilité. Vous ne serez pas forcément dans la question de la désaffiliation. Vous pourrez avoir des revenus qui vous permettent de vivre correctement, on va dire, mais clairement, vous aurez du mal à être bien intégré socialement parce que même si vos revenus vous permettent de vivre correctement, ces revenus sont à la fois trop faibles et trop précaires pour que vous puissiez vous permettre, par exemple, des loisirs, des sorties, etc. Et tout ça participe à l'intégration sociale. Le fait justement de sortir avec ses amis participe à l'intégration sociale, mais pour ce faire, il faut avoir des revenus qui le permettent. Donc là, on voit bien un type de lien social, le lien de participation organique, le travail, qui a un impact sur les autres formes de lien social, en l'occurrence les liens de participation élective avec les amis.